Bonsoir tout le monde, je vais me présenter. On va commencer tranquillement. Puis s'il y a des gens qui se joignent à nous, ils pourront nous suivre où qu'on est rendu, parce que je sais que c'est la soirée pour vous autres aussi. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue à chacun de vous autres, à vous, à la présentation de l'ACSM. Mon nom, c'est Jean-Paul Soucy. Je suis coordinateur en programme communautaire pour l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. La présentation de ce soir, qui est l'aperçu de la santé mentale, la maladie mentale, est environ d'une durée de 1 heure. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, si vous voulez bien les faire dans la section questions and answer, questions et réponses, qui est à votre écran. Puis à la toute fin, je vais faire mon possible pour répondre à vos questions. Aussi, à la fin de la présentation, moi, je vais fermer mon écran. On vous invite de rester en ligne afin de répondre à un sondage, à une évaluation, afin qu'on puisse s'améliorer et voir qu'est-ce que vous voulez qu'on présente dans un futur approché. Aussi, si vous vérifiez dans la boîte chat, on vient de mettre aussi le lien sur le site, du site web de la CSM, du canal YouTube de la CSM et de la page Facebook de la CSM. À ces endroits-là, vous allez trouver des webinaires qui ont déjà été donnés, des informations sur les ateliers qui s'en viennent et comment s'y inscrire. La présentation ce soir va être mise en ligne, je vous dirais, environ de 3 à 4 jours suite à la présentation de ce soir. Donc, je vous invite de ne pas vous gêner, de poser des questions et on va voir, on va essayer de passer une bonne heure ensemble et pouvoir comprendre des choses. Et voilà, on y va. Donc, qui on est? Nous, on est la CSM, l'Association canadienne de la santé mentale. On a été fondé en 1918, je veux dire, donc 102 ans passés. Et on est qualifiés comme des champions, des experts en santé mentale, on est dans la communauté, on donne des services à l'intérieur de la communauté. Donc, depuis plusieurs années, on est reconnu comme des chefs de file national. Donc, au Nouveau-Brunswick, on est ici aussi depuis le début mars, quand tous les gens étaient à la maison. Nous, on a continué à donner des webinaires en ligne pour que les gens puissent s'aider et aider les autres aussi. Donc, on n'a pas arrêté durant la pandémie et on continue encore. Donc, on sait que vous avez besoin de nous. Nous, on a besoin de vous. Donc, gênez-vous pas de suivre des formations avec nous. Aussi, on a 18 bureaux à travers du Nouveau-Brunswick. Présentement, la plupart est fermée à cause de la pandémie. On travaille tout à partir de la maison. Mais en temps général, nos bureaux principaux sont à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Il y a 13 coordinateurs en région comme moi qui travaillent un peu partout au Nouveau-Brunswick. Et on a aussi un programme dans le comté de Charlotte qui s'appelle Stronger Together, qui amène les gens au travail. Donc, ce soir, moi, j'aime toujours commencer un peu avec des statistiques qu'on puisse voir la réalité de qu'est-ce qu'on va discuter. Qu'est-ce que la maladie mentale la plus courante? Bon, si je serais avec vous, je poserai la question, mais ce soir, je vous donne les réponses en partant. Donc, la maladie mentale la plus courante, c'est l'anxiété et la dépression, qui sont égales. C'est ça qu'on retrouve le plus au niveau de la santé mentale, la maladie mentale, au niveau de nos bureaux. Ce sont l'anxiété et la dépression qui sont au même niveau. Quel pourcentage de personnes souffrent d'une maladie mentale à un moment donné de leur vie? Une personne sur 5. Ça veut dire 20% de la population va souffrir d'une maladie mentale à un moment donné de leur vie. Ça peut être des petites choses ou peut-être des plus grosses choses, mais une personne sur 5. Puis il ne faut pas oublier aussi que 5 sur 5
des personnes ont une santé mentale. Comme on a une santé physique, on a aussi une santé mentale. Combien de personnes au Canada manquent de travail chaque semaine en raison de problèmes de santé mentale? Attention, c'est un gros chiffre, 500 000 personnes par semaine manquent du travail pour le problème de santé mentale. Donc, 500 000. Si on n'en prend pas soin, ça fait mal. Ça fait mal à l'économie aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de la santé mentale. Quel pourcentage des visites médicales sont liées au stress? 70%, 80%. Donc, souvent, d'autres problèmes viennent à la surface à cause du stress qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc, ça aussi, le stress, comme je vous dis, l'anxiété, la dépression, il faut s'occuper de ça. Puis la différence entre la santé mentale et la maladie mentale, c'est que la santé mentale, on a toute une. C'est comme notre santé physique qu'on doit la gérer. Notre maladie mentale, c'est que on est malade, c'est tout. On est malade, notre santé physique, on est malade tant qu'on a un problème de sucre, on est diabétique. Donc, c'est la même chose avec la santé mentale. Donc, il ne faudrait pas pénaliser les gens ou porter des commentaires des gens qui ont une maladie mentale. Donc, la santé mentale, c'est quoi les facteurs qui nous influencent notre santé mentale? C'est comment on est résilient aussi. Est-ce qu'on est capable de gérer les émotions, de comprendre l'autre, sans porter le fardeau sur nos épaules, mais pouvoir se mettre dans ses chaussures aussi. Une autre chose qui est très importante, c'est d'équilibrer notre travail puis notre vie personnelle. Souvent, il y a une chose qui va venir prendre plus de place que l'autre. Donc, il faut savoir équilibrer ça. Aussi, il faut avoir une attitude positive. Pour pouvoir voir des bons côtés des choses. Il faut pouvoir comprendre pourquoi les choses arrivent. Il faut être consciencieux. Il faut avoir une bonne estime de soi. Pouvoir dire, je suis capable, je vais pour pouvoir m'en sortir. Il faut prendre soin de notre santé physique aussi. Des fois, surtout durant la pandémie, on travaille un peu plus à la maison. On a peut-être moins tendance à bouger, à sortir, puis les gymnases aussi étaient fermés. Donc, il faut se donner une stratégie pour notre santé physique, une stratégie pour notre santé mentale, savoir où qu'on veut se rendre. Si on regarde les 7 choses que je viens d'identifier, vous allez trouver aussi avec la CSM qu'on a des formations dans ces 7 sujets-là. Donc, on vous invite d'aller voir aussi, si vous voulez approfondir un de ces sujets-là, d'aller voir qu'est-ce que la CSM donne comme des webinaires. La maladie mentale aussi, c'est une maladie qui est reconnue, puis médicalement, on peut la diagnostiquer, qui entraîne une diminution significative des capacités cognitives, affectives, relationnel d'une personne. Donc, ça affecte la personne dans son ensemble. Souvent, on avait juste envie de dire avant que ça affectait juste au niveau du cerveau. Mais non, ça affecte tout qu'est-ce que la personne vit, son côté social, son côté affectif, tout qu'est-ce que la personne qui l'entoure. La maladie mentale peut affecter aussi la façon qu'on pense de nous-mêmes. On peut avoir des mauvais messages qu'on se donne. Comment on se rapporte aux autres aussi. Notre interaction avec les gens. Comment on interagit avec les gens à l'entour de nous. On peut avoir des pensées plutôt négatives qui nous descendent un peu. Nos sentiments, on est plus proche de nos sentiments, on les contrôle moins aussi. On a moins la capacité de surmonter les événements. Puis nos comportements, des fois, comment on va agir, va être différent que autrement parce qu'on n'a pas tout le contrôle sur nous-mêmes.
La, la santé mentale aussi, les facteurs qui peuvent augmenter ou influencer le risque de développement de maladie mentale, il y a plusieurs choses. Il y a un déséquilibre chimique qui se passe au niveau de notre cerveau qui nous envoie des messages, qui nous fait réagir d'autres choses. On peut aussi euh, consommer un peu plus, soit de l'alcool ou des drogues ou toutes sortes d'autres substances qui sont alentour de nous autres. Donc, tout ce déséquilibre-là, ça nous amène à aller plus loin dans notre problème, dans notre maladie aussi. Les circonstances sociales et économiques aussi peuvent nous apporter là. Si que les circonstances sociales, bon, on peut parler de la COVID présentement. Il y a des gens qui ça va les affecter plus que d'autres parce qu'ils verront, ça va les traumatiser, ça va apporter beaucoup de changements qu'ils ne sont pas capables de gérer au moment présent. Il y a aussi le côté économique. Si tu as perdu ton emploi, ton époux a perdu son emploi, mais là, comment on va gérer la maison? Il y a tous les stress, l'anxiété qui va apporter, puis ça peut s'empiler l'un et l'autre. L'histoire de l'environnement aussi, qui nous entoure. Puis, ça a été prouvé que c'est aussi héréditaire. Donc, si que tes parents biologiques ont une maladie mentale, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, mais tu vas être plus apte aussi. Donc, il faut faire super attention. Puis, quand on dit autre maladie aussi, c'est que tant qu'on a peut-être atteint de la diabète, de la haute pression, du cancer ou quoi que ce soit, donc ça, parce qu'à cause des médicaments, à cause du stress que ça amène, ça peut affecter notre maladie mentale aussi. Donc, on doit faire attention si on ajoute des nouveaux médicaments ou qu'on est atteint d'une nouvelle maladie. Il faut faire attention à ces facteurs-là aussi. Donc, moi, j'aime expliquer aussi un peu le continuum de la santé mentale. Donc, si vous voyez, c'est le 1, 2, 3 et 4. On appelle ça, nous, les cadrans. Donc, la flèche de haut en bas. Donc, on a une bonne santé mentale en haut. Et en bas, on a un problème de santé mentale. Donc, on peut se trouver n'importe où sur cette ligne-là. Puis des fois, ça peut être juste comme les blues du vendredi soir ou les blues de l'automne parce qu'on sait que la neige s'en vient, là. Ou, puis aussi la flèche de gauche à droite qui n'ont aucun symptôme de maladie mentale ou qu'une maladie grave. Donc, les gens qui se trouvent dans le cadre numéro 1, ils ont une bonne santé mentale, mais sans la maladie comme telle. Donc, ils peuvent avoir peut-être les petits blues du vendredi ou du lundi matin, mais ils sont bien en général. Les gens qui se trouvent dans le numéro 2, ils ont des problèmes de santé mentale, mais sans la maladie. Donc, c'est peut-être un blues qui dure un petit peu plus longtemps. On a misère à sortir, ou ainsi de suite. Ou ça peut être un deuil aussi. Dans le numéro 3, on a une bonne santé mentale, mais avec une maladie mentale. Donc, comme je vous ai dit, on a reconnu la maladie, on peut la gérer, puis d'en prendre soin aussi. Et dans le cadran numéro 4, on voit que la personne a un problème de santé mentale avec une maladie mentale. Et souvent, les gens, si tu parles à des gens, tu dis, « Ah, connais-tu quelqu'un qui a une maladie mentale? » Ils vont dire « Oui. » Puis si tu expliques le 1, 2, 3, 4, tu vas dire où cette personne-là est. Tout de suite, ils vont la mettre dans le cadran numéro 4. Mais la personne peut être le cadran numéro 3, 2. On peut voyager d'un cadran à l'autre. On n'est pas fixe. Si la maladie est contrôlée, on devient d'un autre cadran et on peut s'en sortir facilement avec de l'aide. Et tant qu'on s'en sort, qu'est-ce que nous, on propose au niveau de la CSM? Et voilà. Donc, on va voir tantôt un autre site de la personne. Donc, les signes et symptômes de la maladie mentale qu'on vient de voir dans notre cadran, on se sent triste toujours vers le bas, toujours tiré vers le négatif.
On a des pensées confuses parce que c'est tout mélangé. On n'est pas capable souvent de se concentrer au travail, des choses bien minimes. On va rater notre recette de gâteau parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas mettre clair dans notre tête. On a des peurs pour des choses bien simples, puis on se sent coupable pour des choses extrêmes qui ne devraient pas nous affecter. On a des changements d'humeur, on joue à la montagne russe. Là. Ces personnes-là vont jouer à la montagne russe. Ils n'ont pas beaucoup d'énergie souvent parce que ces personnes-là, parce qu'ils ne dorment pas non plus. Ils vont prendre moins de sommeil. Ils vont s'inquiéter, donc ça va les tenir réveillés. Donc ils vont avoir moins d'énergie. En envoyant moins d'énergie, ils n'ont pas la capacité de faire face aux problèmes de tous les jours non plus. Donc, vous voyez, ça se rattache. Donc, là, peut-être qu'il va y avoir un abus d'alcool ou de drogue. Puis là, parce qu'ils ne se comprennent pas, puis ils ne peuvent pas gérer, puis des fois, ils peuvent être comme ça, bien là, il va y avoir des colères excessives aussi. Puis ils peuvent même aller jusqu'à la violence, puis penser avoir des pensées suicidaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut être proche de ces personnes-là constamment. Les types de la santé mentale, les types de maladies mentales, vous allez voir, il y a les troubles anxieux, la maladie mentale impliquant le cycle de l'humeur, les troubles de personnalité, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, la démence. Puis, quand on dit démence, ce n'est pas juste Alzheimer, c'est tous les types de démence aussi. Les troubles de dépendance, les troubles de l'alimentation, qu'on mange trop ou pas assez, la schizophrénie et les troubles de santé mentale complexes. Je n'ai pas été en détail présentement dans cette liste-là. On va en voir aussi dans les prochaines slides on va les expliquer un par un et aussi à quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et j'aime faire publicité pour la CSM. Il y a des formations sur toutes ces maladies mentales-là qui se trouvent au niveau de la CSM aussi. Et on a de la documentation qui est disponible. Donc, une petite gorgée d'eau. Donc, comprendre la maladie mentale, bien, on va commencer premièrement par l'anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment qui est combiné avec des symptômes physiques qui interfèrent avec les activités quotidiennes. On ne peut plus faire des choses parce que là, l'anxiété, on parle un peu ça de panique. C'est comme, il y a plein de choses qui nous arrivent, puis on pense que c'est quasiment la fin du monde là, quand on vit toute cette anxiété-là. Puis il y a le type de maladie mentale anxieuse aussi, il y a les phobies. Ça comporte aussi les peurs d'un peu de toutes les choses qu'il peut avoir. La peur intense, puis la peur, ça peut être la peur des objets, des animaux, des situations. Ça peut être la peur des hauteurs. On a toutes des peurs à un moment donné, des petites craintes. Moi, je peux vous dire, à un moment donné, j'avais la peur, la phobie des araignées. Mais j'ai pu la succomber, j'ai suivi des traitements, puis j'ai adapté ma vie aussi à ça. Je ne cours pas après les araignées, mais je peux vous dire que je peux vivre si j'en vois une présentement. Aussi, les troubles de panique, bien ça comporte des attaques de panique répétées puis des imprévus. Ça arrive vraiment là aux moments les moins attendus. Puis, on vit de peur une terreur intense. Là. Puis, on sent des douleurs physiques, des sensations physiques aussi. Moi, je peux vous dire, j'en ai déjà eu une, puis c'était une pression au niveau de l'abdomen. Je pensais vraiment que j'avais une crise cardiaque. Mais c'était vraiment une crise de panique qu'on appelle. Donc, avec des relaxations, je n'ai pas eu besoin de médicaments, mais avec des périodes de méditation, de relaxation, j'ai pu contrôler mon trouble de panique qui était mineur. Mais c'est ça la sensation. Les troubles de panique, souvent, ça va donner une expérience physique qui vient avec.
L'anxiété généralisée, donc un peu, qu'est-ce que ça dit aussi, c'est on, les sentiments de préoccupation intense au sujet des événements, que ce soit vraiment pas justifié. On s'inquiète pour toutes sortes de choses. La personne peut éprouver de l'anxiété qui l'emmène à s'inquiéter durant les routines de fonctionnement. À être habitué de faire quelque chose, à avoir s'inquiéter, en tout cas qu'arriverait ça, en tout cas qu'arriverait d'autres choses. Donc, elle va s'inquiéter pour des choses bien banales qu'elle faisait avant. Donc, c'était la routine. Donc, ça, c'est une anxiété spécifique aussi. Agaro, agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur des espaces ouverts aussi. Mais souvent, une réaction de comportement ou une attaque, il y a panique qui passe avec ça aussi. Là. La personne a peur de se trouver toute seule dans une situation où elle ne pourra pas s'échapper, où elle ne trouvera pas la solution, elle ne pourra pas demander de l'aide. Là, elle va paniquer. C'est vraiment un peu, on peut expliquer ça aussi, par la peur d'avoir peur. Donc, c'est une grosse... l'agoraphobie, là, c'est beaucoup difficile à contrôler aussi. Donc, il y a l'anxiété sociale, comme on a vu, c'est aussi appelé la phobie sociale, une peur persistante ou intense d'une ou plusieurs situations sociales. On a peur de ne pas bien performer aussi, durant lequel on va rencontrer les gens. Donc, on a peur que les gens vont penser de nous autres, qu'est-ce que notre famille va penser de nous autres. Donc, ça aussi, c'est bien difficile pour une personne. Les deux autres maladies mentales qu'on veut porter ce soir, c'est les troubles obsessifs compulsifs, le TOC qu'on appelle, et le trouble de stress post-traumatique, le TSPT. Souvent, nous, on les appelle dans nos régions par les termes anglais, mais à ce soir, on va parler du TOC et du TSPT. Les troubles du TOC est composé d'idées, d'images ou d'envies indésirables qui causent l'anxiété, des obsessions ou des actions répétées. Vous connaissez des gens qui vont se laver les mains comme 1000 fois à l'heure parce qu'ils ont peur des microbes. Ou que la personne qui doit, il va sortir de la maison, qui va fermer la porte à clé, va sortir, va aller à sa voiture, puis il va revenir. Il faut qu'il aille au moins peut-être 3 fois à la porte pour faire sûr que la porte est bien barrée avant de s'en aller. Donc, ça fait partie de ça aussi. Puis, dans le TOC, chacun vit les symptômes à sa façon aussi. Il n'y a pas un pattern officiel pour chacun des autres aussi. Donc, les personnes peuvent avoir beaucoup de problèmes aussi avec ça. Le trouble de stress post-traumatique, c'est un événement traumatisant qui nous a effrayés beaucoup. Ça nous a accablés, ça nous a fait de la détresse, ça nous a traumatisés. Puis c'était un traumatisme imprévu. Puis ça, c'est comme, il y a des choses qui vont nous faire penser. Ça peut être avec nos cinq sens, par l'odorat, par le goût, par le son, par la vue, par le toucher. Puis on n'a pas besoin d'avoir vécu ce stress-là pour avoir un trouble de post-traumatique, de stress post-traumatique. Je prends l'exemple du 11 septembre. Il y a des gens qui n'étaient pas sur les lieux des 2 tours, mais qui ont vu et qui ont vécu ça à la télévision. Et qu'aujourd'hui, qu'on le trouble de stress post-traumatique. Des gens qui ont vu un accident qui se passait sur la rue. Ils vont avoir aussi le problème de ça. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Et voilà. Donc, la maladie mentale implique aussi des cycles de l'humeur. Il existe de nombreux types de troubles de l'humeur.
On va regarder les plus courantes. La dépression majeure. Donc, c'est pas la petite dépression qui dure un jour, 2 jours, qu'on a les blues, qu'on est plus négatif, là. Mais c'est vraiment les journées qu'on est vraiment, euh, ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, ça, c'est une dépression majeure, ça. Donc, je n'irai pas un peu plus loin. Je pense que vous connaissez aussi le symptôme des dépressions. Les troubles bipolaires, c'est une autre maladie mentale qui affecte l'humeur d'une personne. Souvent, on va dire, oh ben non, oui, ça affecte l'humeur. Les personnes atteintes traversent des épisodes de dépression et des épisodes de manie. Ils vont avoir les deux. Puis des fois, ça va changer très, très vite aussi. Les expériences de manie puis de dépression ils ont chacun leur particularité aussi. Et souvent, ils ne sont pas attachés un à l'autre. Donc, on ne peut pas les relier un à l'autre. Puis la durée et la densité des cycles vont varier d'une personne à l'autre, puis au niveau de la sévérité aussi de la maladie. Puis les personnes qui peuvent connaître des périodes de mieux-être entre les cycles d'humeur aussi. Donc, une personne peut être bien par un cycle, et bien, il y a un autre cycle qui arrive. Donc, les cycles ne sont pas les mêmes les personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce qui est possible. Donc, les troubles de manie, bon, c'est une humeur exceptionnelle, exaltée, et voilà, tout est beau, je veux aider, je veux sauver la planète. Des pensées qui défilent à toute vitesse aussi. C'est vite, 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 vite. Puis la personne-là, pendant les manies, n'aura pas trop de sommeil. Elle va manquer de sommeil parce qu'elle veut tellement faire des choses. Puis elle a passé du temps dans sa vie, puis elle veut aller de l'avant. Donc, elle veut passer à l'action. Elle veut prendre des décisions. Puis c'est le risque de prendre des décisions durant ce temps-là. C'est des décisions qui ne sont pas réfléchies. Donc, il faut faire très attention. Le trouble affectif aussi saisonnier, le TAS, il s'agit d'un type de dépression clinique qui survient durant une période précise de l'année. Plus souvent, c'est l'hiver. Mais il ne faut pas se fier à ça aussi. Moi, je connais une dame que elle, c'est l'automne. Parce que c'est un cycle qui revient à tous les ans. Elle, c'est l'automne parce qu'elle voit les feuilles tomber, le beau temps, les journées raccourcir. Donc, ça l'affecte beaucoup. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette section-là, c'est que les femmes sont 8 fois plus portées à souffrir du trouble affectif saisonnier que les hommes. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas, et c'est ce que les recherches nous disent. Donc, je ne voudrais pas vous donner une raison bidon, mais c'est que les recherches nous donnent aussi. Et surtout, les troubles du TAS apparaissent dans la vingtaine, trentaine d'années. 20-30 ans. Ça aussi, c'est la moyenne d'âge, qu'est-ce qu'on a pu voir avec les statistiques. Les symptômes du TAS aussi, donc, c'est l'humeur qui change, la personne devient beaucoup déprimée, va dormir plus souvent. Cette personne-là va vouloir dormir, va être plus fatiguée, va manquer d'énergie, a peu d'énergie, puis elle va moins bouger. Donc, en moins bougeant, en dormant plus, et ainsi de suite, peut-être même plus manger, elle va prendre plus de poids, cette personne-là. Les causes du TAS, aussi, c'est qu'on a moins de lumière durant ces 2 jours, puis notre substance chimique au niveau de notre cerveau devient débalancée. Nos hormones aussi, notre cortisol, notre thyroïdienne, sont toutes affectées par ce manque de lumière-là. Puis aussi le froid qu'on est pas habitué, puis là, mettre des vêtements un par-dessus l'autre, ça vient tout nous affecter aussi. Donc, c'est quoi le traitement? Le meilleur traitement pour le TAS, c'est le traitement de luminose thérapie.
luminothérapie, luminothérapie, c'est les traitements au niveau de la lumière. Il y a des lumières blanches. Le médecin peut vous en prescrire aussi. Il y en a dans les pharmacies qui vont vous donner. Puis sur les gens aussi qui ont les croix bleues ou d'autres assurances, vous allez être couvert là-dessus aussi. Et puis, il y a les forfaits avec les pharmacies. Donc, questionnez, demandez aux gens qui ont un problème affectif saisonnier de questionner le médecin, de demander une prescription, puis ça vaut la peine d'aller voir votre pharmacien, votre pharmacienne. Aussi, le quatrième, c'est la dépression postpartum. Donc, c'est quoi un peu les symptômes? On va avoir des pleurs incontrôlables, un sentiment de tristesse. Il va y avoir comme des moments de bonheur qui vont durer à peu près 4 semaines, puis le symptôme commence après ça, ça descend, on descend vraiment bas, on est vraiment down. Puis c'est de 15 à 20% des femmes qui vont vivre la dépression postpartum. Donc, c'est dans une personne sur 5, une femme sur 5. Cette personne-là, elle n'a aucun plaisir de la vie. Elle se sent coupable. Elle a beaucoup de désespoir aussi. Ça va déranger son sommeil, son appétit. Puis elle peut tomber dans la dépression majeure qu'on a vue dans la première partie aussi. Donc, la dépression ça peut toucher tout le monde. Il n'y a personne qui est protégé. On a des hommes aussi qui vivent ça. Même s'il y a si des mères, la signale plus souvent, elle peut toucher tous les nouveaux parents aussi. Donc, l'entièreté de la famille aussi. Donc, ça peut pas juste c'est pas juste les parents biologiques, là. Ça peut affecter aussi les parents adoptants à ce point-là. Donc, faut pas voir dire ah ben ils ont adopté, ça peut pas les affecter, mais oui, ça peut les affecter. Puis il faut pas gêner aussi de parler à son médecin, à rencontrer un spécialiste, des gens qui peuvent vous aider à gérer cette dépression-là aussi. Aussi, on va parler un peu de la schizophrénie. Ça implique l'expérience d'hallucination, de délire, puis de paranoïa. Puis ça, la schizophrénie, là, c'est comme facilement là, de 1 mois à 6 mois, là, vous allez voir, ça va s'empiler aussi beaucoup. Il y a des troubles de psychose brève, puis ça peut être, on dit à peu près d'1 jour à 1 mois. Donc, c'est la schizophrénie, c'est des psychoses qui vient, qui s'en va, qui ne dure pas. Des troubles schizoaffectifs. En fait, c'est une combinaison de schizophrénie et des troubles bipolaires qu'on a vus tantôt. Donc, tous ces deux-là, troubles schizoaffectifs, souvent on va voir ça avec les gens tant qu'ils vont progresser un peu plus dans leur maladie aussi. Je pense que dans notre présentation, c'est important de parler de la stigmatisation. Souvent, on a des messages négatifs par rapport aux gens qui ont une maladie de la santé mentale. Puis, il faut qu'on arrête que notre entourage ou nous-mêmes, qu'on se descende, qu'on descende les gens parce qu'on a une maladie mentale. Moi, je dis aux gens, si vous avez la diabète, on prend un médicament de la diabète. Si on a fait la haute pression ou le cholestérol, on prend un médicament, on prend un traitement. Ben, la maladie mentale, c'est la même chose. Il faut arrêter de se sentir inférieur, minoritaire face aux autres. Parce que c'est pas parce qu'on a un trouble mental qu'on ne peut pas fonctionner. On peut fonctionner très, très bien dans la vie, puis on peut donner
plein de choses aussi à la société. Donc, on aide à enlever la stigmatisation aussi en faisant un choix de mots. Je sais que souvent, on utilise des mots, on pense pas, on va dire «Ah! Celui-ci est comme ci, comme ça». Puis on va utiliser des mots de la santé mentale. Puis les gens vont se sentir mal par ça, par la suite. Donc, avant de dire que Dame Nature est bipolaire, ben, on peut utiliser d'autres mots. Dame Nature est mélangée dans sa température. Laissez le mot bipolaire à la santé mentale. Donc, soyons créatifs dans notre langue aussi et utilisons bien nos mots sans vouloir blesser quelqu'un d'autre. On est habitué à ça, on utilise ça, mais chacun de nous autres, on peut faire un pas de plus et inviter les gens à faire attention à ce qu'on dit. On va faire attention à la stigmatisation de notre société aussi. Donc, vous connaissez peut-être pratiquement tout le concept du iceberg. Je vous apprendrai pas rien aujourd'hui. La partie de l'iceberg est la surface représentant seulement 10% qui sort de l'eau. Tout le reste, ça veut dire 90% est sous l'eau, sous la mer. Donc, au-dessus de l'eau, ce qu'on voit souvent, ce sont les stratégies d'adaptation, les réactions d'une personne. Mais qu'est-ce qui se passe mais on ne voit pas ce qui se passe en dessous de l'eau. Le 90% qui sont les symptômes, les réflexions, les sentiments que la personne a. Ce sont aussi des expériences vécues. Là. Les gens, là, le 90% est beaucoup plus dur à faire face parce que souvent on va avoir un beau masque, dire ça va bien, je vais bien, on a un beau sourire, mais à l'intérieur, je veux dire, nos petites pattes de canard, là, et patauge dans l'eau. Puis souvent, on a de la difficulté avec ça. Puis on ne veut pas le montrer, puis on ne veut pas laisser les gens le voir non plus. Pourquoi? Parce que c'est une certaine gêne à cause de la stigmatisation qu'on a vu tantôt. Mais là, faut dire aux gens, bon, c'est pas le sujet du parc, discussion sur le parc, là, mais il faut savoir aller chercher de l'aide, puis pouvoir gérer notre 90% aussi, qui se trouve en dessous de l'eau de notre iceberg. Donc, est-il possible de se rétablir? Ben, oui. Comme on vous a dit tantôt, les personnes peuvent passer le cadran 1, 2, 3, 4. C'est pas parce qu'on est au 3 qu'on ne peut pas revenir au 1. Donc, ça, c'est certain qu'on peut s'en sortir. Les personnes ayant des troubles mentaux ne sont pas constamment malades. C'est par force, c'est par crise. Est-ce que les gens qui font de la diabète sont toujours en manque de sucre? Ben, ils prennent des médicaments pour s'aider, puis ils peuvent fonctionner. C'est la même chose pour la maladie mentale. Le rétablissement n'est pas une ligne droite continue. Ben, des fois, oui, quand on prend des médicaments pour la maladie mentale, il va y avoir des hauts et des bas avant qu'on ait trouvé le bon médicament. C'est la même chose. Je reviens à ma diabète. Oui, je suis diabétique, là. Donc, avant qu'on ait trouvé la bonne dose de médicaments pour notre diabète, ben, ça va être la même chose aussi pour qu'on puisse contrôler notre sucre. La progression est parfois cyclique. Donc, tout va bien, oups, on revient au début. C'est normal. Il existe beaucoup de traitements efficaces, toutefois, il faut essayer plusieurs avant de trouver le bon. Comme j'expliquais tantôt, avant de trouver le bon médicament, il faut en essayer quelques-uns des fois. Il y a de très bonnes chances de pouvoir retourner au travail avec succès. Puis la plupart des gens retournent au travail. La plupart des gens ne manquent pas beaucoup de temps au travail. Mais il faut aller chercher la bonne aide, la bonne personne pour vous aider, la bonne personne qui peut vous suggérer le bon médicament. Puis il est crucial de pouvoir prévoir du soutien et des mesures d'adaptation afin de retourner au travail. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à nos superviseurs. Puis de les expliquer aussi qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir, et en cas de crise, qu'est-ce qu'eux doivent faire aussi. Donc, tu donner des clés de solution. Donc,
La santé mentale, les traitements de la maladie mentale, il y a la médica- euh, médication. C'est bien simple. Les médicaments, comme on comprend pour d'autres euh, maladies. Puis là, il faut se poser. Euh, la médication, c'est le traitement psychiatrique le plus commun, le traitement de déséquilibre biologique, de substances chimiques qui causent des symptômes. Puis ces médicaments-là, ça va vous aider à vous mettre plus stable aussi. Il y a aussi la psychothérapie et le counseling. Bon, s'informer, apprendre sur le sujet, pouvoir rencontrer des gens qui ont passé au travers la même chose que vous. Consulter, avoir des groupes de discussion aussi. Donc, il y a plusieurs, la psychothérapie puis du counseling, un à un ou un groupe est très important aussi. Il y a aussi des thérapies naturelles ou alternatives qu'il y a présentement. Puis une combinaison de médicaments et de thérapies psychosociales est souvent nécessaire. Mais ça, faisons attention aussi de ne pas de se tomber dans les charlatans qui ont toutes les solutions aussi. Là. Donc, prenons nos spécialistes, nos bureaux de médecins, de spécialistes qui ont ces connaissances-là et qui vont pouvoir vous guider à vous en sortir plus facilement ou à guider la personne qui peut s'en sortir. Connecter notre santé mentale, vous voyez, c'est tout interrelié aussi. On parle depuis le début, nos pensées, nos sentiments, nos comportements et nos sensations physiques. Comment qu'on se sent, comment que nos pensées, tout ça, c'est interrelié. Donc, on ne peut pas dire qu'on va juste travailler au niveau des pensées, au niveau des sentiments, prendre juste un bloc pour travailler. Il faut travailler peut-être plus un bloc que l'autre, mais c'est pas parce qu'on travaille sur nos pensées pour ne pas oublier de prendre aussi soin de son physique. Donc, il faut voir ce projet-là comme un global. Qu'est-ce que nous, à la CSM, on aime proposer? C'est que la personne est au centre de tous les services qu'on va leur offrir aussi. Que ce soit un emploi ou au niveau de l'éducation, du revenu, du logement, c'est que c'est la personne qui est au centre. C'est pas le logement qui est au centre qu'on met la personne dedans, mais c'est qu'est-ce que la personne a besoin. Qu'est-ce que la personne a besoin comme revenu pour ses dépenses. La personne, est-ce qu'elle veut un emploi? Est-ce qu'il est possible de travailler? Est-ce qu'elle a besoin d'une certaine éducation? Donc, on voit, c'est la personne qui est au centre. Puis cette personne-là aussi, bon, faire des liens au niveau de la famille, des services, des groupes communautaires, lui offrir aussi des services de santé mentale, lui offrir l'autosuffisance des organismes de dépenses des bénéficiaires. Il y a des groupes qui vont aider. Donc, nous, à la CSM, on veut promouvoir ce diaphragme-là, que la personne est au centre, que la personne est la chose la plus importante, j'ai dit chose, là, mais que l'individu est la plus importante. Et les problèmes sont à l'extérieur et on essaie de gérer le problème ou les solutions avec la personne, aux besoins de la personne. Non, non pas imposer des choses à la personne, mais de travailler avec la personne. J'espère que ça fait du sens pour vous autres aussi. Bon, les équipes de traitement qu'on peut voir dans notre région aussi, on a nos médecins de famille ou nos soins primaires, nos infirmières praticiennes, nos assistants médecins, nos psychiatres, nos psychologues, nos psychothérapeutes en région. Nos pharmaciens, pharmaciennes, souvent, ils vont vous aider. Donc, si c'est pour les lumières, pour la dépression lumineuse, donc, il faut voir ça. Les naturopathes, les diététiciennes, il y en a des services, les travailleurs sociaux, il y a des lieux du bien-être. Il va y avoir un nouveau programme avec la CSM qui s'appelle Bounce Back, qui va être très bien. Il y a aussi la famille et les amis. Vous allez voir, ils vont la famille, vos amis, ils vont pouvoir vous donner
l'heure juste, mais à certains directives, par certaine façon, parce qu'ils ne veulent pas vous parler comme ami ou membre de votre famille. Donc, c'est important que vous rencontrez le psychiatre, le psychologue, le médecin, que lui va pouvoir donner l'heure juste que les gens voient de l'extérieur. On devrait tous aussi avoir un plan de traitement. Ça, c'est très important. C'est important d'y penser aussi bien avant qu'on arrive, qu'on ait une crise ou quoi que ce soit. Donc, vous devez s'en tenir à notre plan de traitement jusqu'à en consultant un professionnel. Mais savoir si qu'il m'arrive telle chose, c'est qui que je veux rencontrer, c'est quoi les services qui sont disponibles dans ma région. On va en parler un peu plus tard des services, mais bâtir une liste des choses que moi je veux comme personne. On est au centre, je veux voir je veux faire certain que les gens sachent ce que moi je veux. Bon, éviter la consommation excessive aussi d'alcool et de drogue, rester actif, de ne pas rester assis, de rien faire, de devenir des patates de divan, là. C'est le temps peut-être d'aller prendre une marche. Oui, c'est un petit peu plus froid de ce temps-ci, mais on se met un plus gros manteau, puis on marche un peu plus vite. Peut-être qu'on va aller moins long, mais on y va un petit peu plus souvent. Donc, ça va aller égal. On ne prend pas de décisions importantes parce que nos décisions importantes pourraient des fois être pas ce qu'on aurait dû prendre aussi. On peut déterminer aussi avant nos priorités. Qu'est-ce qui est important? On a parlé tantôt. C'est le logement, l'habitation, le logement, le travail, et ainsi de suite. Puis se préparer un plan de crise. Comme j'ai dit tantôt, si nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Qui qu'on appelle? Est-ce qu'on appelle ma tante Georgette parce qu'elle, elle nous connaît, mais on n'appelle pas ma tante Lucie parce que ma tante Lucie, elle aime donner des hugs, des petites serrées, des petits câlins. Puis moi, en temps de crise, des petits câlins, ça ne me fait pas. Donc, appelez pas ma tante Lucie, là. Appelez ma tante Georgette à la place. Avoir des rencontres quotidiennes avec notre médecin, qui est important. Prendre soin de soi. Se gâter de temps en temps. C'est très important. Se féliciter. Puis les gâter, des fois, c'est juste un petit biscuit de plus ou quelque chose de bien simple, mais qu'on se gâte. Se renseigner, comme vous faisiez ce soir, au niveau de la maladie mentale. Trouver du soutien communautaire. Il y a des gens, il y a des groupes que vous pouvez rencontrer, des centres d'activité. Puis, qu'est-ce qui est important aussi? Ne pas oublier, c'est de rester en contact avec vos amis puis votre famille aussi. Favoriser le mieux-être mental, c'est apprendre à gérer son stress. De ne pas tout essayer de gérer en même temps ou de tout régler. Accepter le moment présent. Faire de l'exercice régulier, comme on a dit. Manger des bons aliments le plus possible. Améliorer l'estime de soi. Savoir se féliciter. Savoir aussi s'adapter au changement. Hey, mon Dieu, on a dû s'adapter dernièrement au changement avec la COVID. Hein? Donc, je peux vous dire que pour des gens, ça a été vraiment un stress, de l'anxiété. Et pour d'autres, les gens ont pu composer avec ça, comme ils composent avec leurs émotions. Ils ont trouvé une paix intérieure. Oh, bon, je suis à la maison, je vais travailler à partir de la maison, j'ai plus de temps. Donc, on va pouvoir profiter de ma maison ou un peu plus de soleil à la maison l'été. Il faut toujours aussi dormir, prendre le temps de notre 7 heures de sommeil qui est important. Bâtir des bonnes relations avec les autres, former des réseaux d'amis, savoir donner et recevoir des compliments. Moi, ça a été difficile. J'étais celui qui pouvait donner des compliments, mais très difficilement recevoir des compliments. Mais quand j'ai vu que je pouvais accepter des compliments aussi,
ça m'a fait du bien. Ça l'a rempli un peu ma tank à gaz. Là, je peux aller plus loin, puis je peux avancer, puis accepter ça. Après ça aussi, apprendre à se détendre. Prendre du temps pour soi. Ça, c'est très, très, très important. Puis on ne le fait pas assez. Donc, les stratégies de soutien, ben, soyons solidaires puis compréhensifs. Ça, c'est très important. Être là et disponible pour l'autre. Passer avec du temps avec des personnes. Donc, passer du temps. Puis là, c'est que j'ai dû enlever mes chats. Je peux dire, je suis à la maison, moi aussi. Ils bougeaient un peu trop, faisaient un peu trop de bruit. Ils auraient compétitionné avec moi. Donc, passer du temps avec les personnes, puis apprendre du temps à l'écouter. Moi, je dis tout le temps que l'être humain, notre corps est bien fait. On a deux oreilles, une bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on doit parler. Ben, vous allez dire, lui, à ce moment, il a parlé pour 2, pour 5, pour 10, mais en général, vous allez écouter 2 fois plus avant de donner nos commentaires. Puis surtout, évitons de dire, ben, si je serais à ta place, moi, j'aurais fait ça de même. Tu devrais savoir mieux. Toutes les si, puis les j'aurais, là, ben, oublions ça de tout de suite, là. Allons avec la personne, écoutons-la. Encourager la personne aussi à avoir un plan de traitement, à aller rencontrer les gens, de prendre des formations sur la maladie mentale qui les intéresse, puis qu'ils puissent se sentir en priorité, en sécurité, premièrement. Après ça, on pourra développer une stratégie avec eux autres, comment mieux se sentir. Donc, voilà un peu les stratégies de soutien. Donc, si vous soupçonnez que vous éprouvez un problème de santé mentale, que pouvons-nous faire? Bon, premièrement, prenez un rendez-vous avec votre médecin de famille. Puis pas juste prendre le rendez-vous, là, puis là, parce que ça va mal. Puis tant que la date arrive, ça va un peu mieux. Non, non. Tu l'as pris le rendez-vous, tu y vas aussi, là. Donc, c'est que faut poursuivre avec ça. Des autoréférences, prendre rendez-vous avec un clinique de la santé mentale. On a chacun, tous de nous autres, on a des cliniques de santé mentale dans nos régions. Prenez rendez-vous, allez rencontrer les gens. On peut aussi appeler une ligne de crise. On va voir des numéros de téléphone dans la prochaine slide. Puis parlez aux gens avec qui vous avez confiance. C'est très important. Tant qu'on demande de l'aide aussi, dans les ressources communautaires, on a notre médecin, il y a des professionnels, on a dit les psychologues, les psychiatres, il y a des guides spirituels de nos églises aussi, nos amis, nos familles, des mentors, des pères aidants aussi, des gens qui ont passé au travers de ça, qui peuvent vous guider à poursuivre aussi. Dans nos ressources communautaires, ben, il y a les lignes d'aide, une ligne d'aide à l'écoute, puis les autres vont vous donner les services qui sont disponibles dans votre région. Ils vont aussi vous guider à des exercices aussi. La première ligne que je vous propose, c'est la ligne CHIMO, 1-800-667-5005. Cette ligne-là, là, moi, je la propose, je la mets toujours la première, parce que c'est une ligne pour tout problème de santé mentale et autres. Appelez la ligne CHIMO, conseillez-les. Puis là, je prends du temps à parler sur cette fiche-ci, parce que je veux que vous écrivez à quelque part ce numéro de téléphone-là, le CHIMO. Puis si vous n'avez pas de plume, puis votre téléphone est proche, ben prenez une photo de la slide présentement, là, pour que vous ayez les lignes, les numéros de téléphone proches. L'autre ligne, c'est Jeunesse J'écoute, 1-800-668-6868. Puis pas juste que les jeunes peuvent appeler avec ce numéro-là, ils peuvent aussi texter. Donc, si le jeune n'est pas confortable
à discuter. Il peut aussi texter. Moi, quand j'ai posé la question à la ligne jeunesse, j'écoute, c'est quoi jeune? C'est quoi la catégorie d'âge? Ils m'ont donné comme réponse 99 ans et moins sont jeunes. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. L'âge ne devrait pas nous empêcher d'appeler la ligne jeunesse, j'écoute aussi. Le centre d'aide en cas d'agression sexuelle de votre région, on a tout. Là, je n'ai pas mis des numéros de téléphone à celui-là parce que pour chaque région au Nouveau-Brunswick, c'est différent. Mais si vous appelez au centre de santé mentale ou si vous allez sur Internet, vous allez trouver le numéro de téléphone pour votre région. Et ça, je m'en prends une liste aussi pour avoir ça de proche. En tout cas, que vous n'ayez besoin, que c'est disponible aussi. Puis le télésoin, je sais qu'ils sont surchargés présentement avec la COVID, mais il ne faut pas gêner des applis si jamais que c'est une ressource qu'on a aussi de disponible dans nos régions. Les ressources communautaires en santé mentale, comme j'ai dit, on a les centres de santé mentale, de traitement de dépendance qui sont dans chacune de nos régions au Nouveau-Brunswick, qui est mis en place, qui ont du excellent service. Il y a les programmes de traitement pour les enfants, les adolescents. Ils ont tous ces programmes-là qui se donnent au sein de la santé mentale. Donc, gênez-vous pas d'aller voir leurs services. Il y a des ressources communautaires en santé mentale aussi. Il y a l'équipe mobile d'intervention de crise et santé mentale. Ces gens-là sont dans chaque région du Nouveau-Brunswick. Si vous connaissez quelqu'un qui a une crise, appelez-les. Là aussi, je n'ai pas mis le numéro parce que c'est différent pour chaque région. Ces gens-là, c'est des professionnels. Ils vont répondre, ils vont aller sur place, ils vont faire une intervention, ils vont pouvoir gérer ça pour vous. Donc, gênez-vous pas des appeler aussi. C'est disponible pour vous. Les ressources communautaires en santé mentale aussi. Il y a les hôpitaux, les centres de santé communautaires, comme on a dit, puis il y a les centres de refuge en cas de crise qui sont dans certaines régions du Nouveau-Brunswick. Il y a aussi les centres d'activité qu'on a dans chacune de nos régions du Nouveau-Brunswick. Si vous cherchez centre d'activité, vous allez voir, il y en a partout, c'est le fun, ça vous fait rencontrer des gens, donc c'est très, très important d'aller voir ça et ça va aider à votre santé mentale et à aussi trouver des solutions et aussi à des services disponibles. Donc, les ressources aussi communautaires, il y a des groupes de soutien qu'on a dans chacune de nos régions. Il y a des ateliers de programme. Nous, on offre aussi des changements de mentalité, les enfants et le stress. Il y a plusieurs formations qu'on donne, vous voyez. Puis, il y a des ateliers aussi, plusieurs répétitions. Il y a des événements qu'on revient tous les ans, comme les femmes et leur mieux-être, l'image en tête, ça c'est avec les artistes, journée de la gentillesse, semaine de la santé mentale, semaine de la sensibilisation à la maladie mentale, mois de prévention du suicide et de promotion de la vie. Donc, toutes ces choses-là, il y a plein d'activités. Ça, c'est les activités qui sont au niveau de la CSM. Allez voir notre page Facebook, il y a plein d'activités qui se passent là aussi. Et voilà, mesdames et messieurs, je devrais dire les madames, parce que nous, on a 3 dames ce soir. Comme je vous l'ai dit, je ferai mon possible pour être là avec vous pendant 1h30. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, on est à la fin de notre présentation. Vous voyez aussi mon courriel qui est à l'écran, jean-paul.souci@gnb.ca. Si que vous avez des questions, des commentaires ou des suivis que vous voulez faire, gênez-vous pas. Envoyez-moi un courriel. Il me fera plaisir de vous trouver la réponse ou de vous référer où on peut trouver la réponse. Donc, à ce moment-ci, si vous avez des questions, je vous demanderai de poser des questions dans le Q&A, la question and answer. Donc, aussi, je vous demande de ne pas quitter aussi tout de suite parce que j'ai besoin que vous répondiez le sondage, l'évaluation. C'est ça qui permet que moi, j'ai un emploi, que je suis avec vous et qu'on peut donner ce que vous cherchez
ou des pistes de choses que vous cherchez. Des fois, on n'a pas toutes les solutions parce que c'est pas comment être en personne, qu'on ne peut pas ressentir ce que vous voulez comme information, mais on espère que ça va vous aider, ça vous a aidé, et qu'on vous invite aussi d'aller voir nos autres services qu'on offre. Donc, je vois que j'ai aucune question. Donc, merci, bonne soirée, et surtout, gardez le sourire et allez vers les autres. Bonne soirée. Bye bye.